Bonsoir à tous, lundi 15 octobre, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'information locale avec TV78. Tout de suite, les titres de cette édition. La Fédération Les Républicains des Yvelines a un nouveau patron. Pierre Bédier a été élu samedi lors du scrutin interne du parti. Le président du conseil départemental a récolté près de 59% des suffrages face à Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région. Explications et réactions à suivre dans cette édition. Chaque année, elle touche entre 2 et 6 millions de personnes en France. La grippe peut être mortelle chez les personnes fragiles. La campagne de vaccination a débuté depuis le 6 octobre. Des Yvelinois reçoivent des bons pour aller chercher leur vaccin. Reportage dans une pharmacie de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et puis, elles sont 5 étudiantes en formation d'assistants de service social à mener ce projet. Ces Yvelinoises vont partir pour une mission humanitaire dans le sud du Vietnam en 2019. Et nous recevons sur ce plateau une partie de l'équipe et aussi la présidente de l'association Enfance Partenariat Vietnam. On accueille tout de suite notre premier invité dans ce journal, Philippe Briot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire Les Républicains du Chesnay, où la taxe d'habitation a augmenté de près de 10%. Vous allez nous dire dans un instant pourquoi. Mais d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end se jouait un enjeu pour votre parti dans les Yvelines. Les élections internes des Républicains se sont tenues. Et dans le département samedi, Pierre Bédier a été élu dès le premier tour président de la fédération. Une victoire face à Alexandra Dublanche. Pour nous parler de ces résultats et de l'avenir de l'R78, Nicolas Dandry, bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction TV78. Alors quels sont les enseignements à retenir de ce scrutin, Nicolas? Eh bien Grégory, l'expérience politique l'a remporté face à la jeunesse et au renouvellement. L'homme du Grand Chelem des élections départementales de 2014, Pierre Bédier, a été élu président de la Fédération Les Républicains des Yvelines avec 58,78% des voix. Une victoire face à Alexandra Dublanche. Elle a obtenu 41,22% des suffrages. La conseillère régionale d'Île-de-France qui de son côté voulait incarner le renouveau. Écoutez sa réaction suite à ce résultat. Cette volonté de renouvellement et surtout de nouvelles façons de faire de la politique, je pense qu'il faut qu'elle soit entendue. On est prêt à faire ce rassemblement, bien évidemment. Et j'espère qu'elle sera entendue. On en a beaucoup entendu parler pendant la campagne. Maintenant, il faut passer aux actes. Et moi, je crains une véritable hémorragie des militants yvelinois si cette sensibilité n'était pas étroitement associée à la vie future de la fédération. Après certaines tensions lors de la campagne, l'apaisement devrait être au rendez-vous. Et il a commencé dès hier soir avec ce tweet d'Othman Nasrou qui a félicité Pierre Bédier. Objectif, donc, dans les prochaines semaines, le rassemblement de la droite yvelinoise. Maintenant, l'heure est au rassemblement. Vraiment, on a besoin de se rassembler tous ensemble autour de notre nouveau président. Je pense que Pierre aura à cœur d'intégrer toutes les bonnes volontés avec une équipe représentative de tous les territoires et de toutes les sensibilités, de tous les âges. Bien sûr qu'il a une forte capacité de mobilisation de rassemblement, il l'a montré plusieurs fois. D'ailleurs, il a été élu député, il a une certaine expérience aussi du Parlement, il a été ministre, il a eu beaucoup quand même il a été maire, et maire d'une commune très difficile, de la circonscription quand même très difficile. Bien sûr qu'il faut des gens d'expérience, mais après maintenant il faut rassembler, parce que dans toutes les élections démocratiques, vous avez un moment un peu difficile entre les deux équipes. Avec une participation proche des 64% sur 4600 adhérents, les militants Les Républicains des Yvelines se sentaient donc concernés par cette élection. Après ce scrutin, la reconstruction de la fédération peut commencer avec une vision très précise du nouveau président de la fédération. Dans les prochains jours, je vais réunir celles et ceux qui vont constituer avec moi le bureau. Il va y avoir un triptyque qui est un triptyque animation, information, formation, et on va mettre en place immédiatement ce triptyque. Donc, il faut désigner celui qui va être, celle ou celui qui va être responsable de la formation, celle ou celui qui va être responsable de l'information. Même chose pour l'animation. Pierre Bédier a assuré que des actions seraient mises en œuvre avant la fin de l'année. Le 23 octobre prochain, un calendrier sera arrêté avec les différents élus des circonscriptions. Alors Philippe Briot, vous êtes membre des Républicains des Yvelines. Votre réaction suite à cette élection de Pierre Bédier? D'abord, il fallait être courageux pour présenter une candidature face à Pierre Bédier. Donc moi, je félicite Alexandra de s'être présentée. Il y a une conseillère départementale qui a un dicton suivant: le jeune court vite, l'ancien connaît le trajet. Et aujourd'hui, on a un président, Pierre Bédier, on doit tous être derrière. Il y a un vrai challenge maintenant, il faut reconstruire. Allons-y, et puis on va voir.
Merci Nicolas pour ces réactions. Et Fibrion, on vous retrouve dans un instant pour parler du Chesnay. Juste avant, une autre élection, c'est la municipale Coignères à Coignères, donc le 25 novembre et le 2 décembre. Elle est devenue nécessaire après la démission du maire Jean-Pierre Sevestre et de plusieurs élus. Un candidat s'est déclaré officiellement, David Pentier, actuel adjoint aux finances, qui avait un temps assuré l'intérim à la tête de la commune. Sa liste, sans étiquette, Agir ensemble pour Coignères, se fixe 3 priorités: modernité, solidarité, gouvernance citoyenne et environnement. 2 autres listes devraient être également en lice, dont celle de l'opposant socialiste Didier Fischer. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, supprimer la taxe d'habitation, une suppression qui se fait en 3 temps et qui devrait concerner 80% des Français. Pourtant, beaucoup de contribuables ont constaté sur leur avis d'imposition une hausse de cette taxe d'habitation. Environ 6 000 des 36 000 communes de France ont choisi d'augmenter leur taux. Alors c'est le cas dans votre commune, Philippe Briot. Je rappelle que vous êtes le maire Les Républicains du Chesnay, où la taxe d'habitation a progressé de quasi 10%. Pourquoi ce choix ? D'abord, ce n'est pas un choix, c'est une contrainte. En fait, ces 10% correspondent à l'équivalent de 1,3 million de recettes, sachant que le déficit en montant de notre budget était de 2,9 millions. Donc on a considéré que la ville allait faire des économies pour 1,6 million et le 1,3 million serait, je dirais, apporté par les habitants. Ça représente à peu près 60 € par foyer et par an. Sachant que quelque part, la moyenne de la taxe d'habitation des Chénésiens est de 670 €, était de 670, elle sera un petit peu plus de 700. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a eu une contravention, une pénalité d'1,3 million brutalement en 2018 parce que nous n'avions pas nos 25% de logements sociaux comme un grand nombre de communes. Voilà, donc c'est une amende ponctuelle et notre travail avec la ville de Rocancourt au niveau de la fusion va nous permettre normalement de ne pas avoir cette contravention en 2019 et donc probablement, certainement, de rendre l'argent contribuable. Ce n'est pas le cas de toutes les communes. Je crois qu'aujourd'hui, il est choquant que nous soyons tagués par le gouvernement pour dire voilà. Gérald Darmanin a d'ailleurs salué les maires qui la responsabilité des maires qui n'augmentaient pas cette taxe. Ça veut dire quoi? Comment vous le prenez, que la commune du Chesnay est irresponsable? Vous les prenez comme ça? Non, j'ai pas envie de commenter ça. J'aurais aimé qu'on dise que pendant 5 ans on n'a pas du tout augmenté les impôts. Les impôts, c'est une variable d'ajustement dans le système financier des collectivités. Aujourd'hui, la taxe d'habitation représente chez nous 25% des recettes de la ville. Il est clair que l'État est en train, en fait, de demander aux communes de s'autofinancer eux-mêmes, de se désengager. Et donc, quelque part, quelles vont être nos recettes? Ou la fiscalité, la taxe d'habitation n'existant plus, même si elle est compensée par l'État, combien de temps elle le sera, ce sera la taxe foncière, ou les prestations. Nous, notre pouvoir d'achat, on a décidé de le maintenir dans la baisse de nos prestations. C'est-à-dire que toute prestation, la piscine, la cantine scolaire, les crèches ou autres, c'est quelque part la fiscalité qui la finance. Aujourd'hui, les Chénésiens, c'est par foyer 2 € par jour pour l'ensemble de ce qu'on leur donne. Vous parliez de la fusion avec Rocancourt qui sera effective au 1er janvier 2019. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, cette hausse au Chesnay annonce peut-être une stabilisation, une réduction l'année prochaine? Oui, parce que le Chesnay meurt le 31 décembre de cette année. Une nouvelle commune, le Chesnay-Rocancourt. Comme c'est une nouvelle commune, on n'a pas de référentiel pendant 3 ans et on a une DGF, dotation globale de fonctionnement, figée pour, je dirais, 3 ans, avec une dotation de 5%. Donc, effectivement, nous sommes rentrés dans l'ère de la mutualisation. Alors, je voulais juste dire quelque chose d'important. Vous voyez, je vous ai amené ici le rôle. Les services des impôts donnent à chaque ville ce qu'on appelle le rôle. Sur 15 000 foyers que nous avons au Chesnay, 12 249 payent une taxe d'habitation. Alors pourquoi les autres ne payent pas? Parce que lorsqu'on est non imposable, on ne paye pas de taxe d'habitation. Et combien font l'objet d'une compensation de l'État? 708 sur 12 480. Ces 708, c'est pour des questions d'handicap autres, sont compensés par la commune. Nous ne savons absolument pas, à la date d'aujourd'hui, combien de foyers vont bénéficier de l'avantage Macron. Et donc c'est ça ce que nous reprochons. Quand on a fait notre budget, on ne savait rien. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Compensation pour les communes, est-ce que vous envoyez la couleur aujourd'hui de ces compensations? On verra la compensation dans le rôle l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'on n'a pas été associé, ce qui est quand même bien dommage, parce que quand on a préparé le budget, on aurait su qu'est-ce qu'on aurait fait. Donc les gens qui ont eu une baisse de leur taxe d'habitation, de toutes les façons, vont payer moins cher que ce qu'ils devaient payer. Et les 10%, c'est vraiment pour nous ponctuel, mais je pense à toutes les communes qui essayent de gérer au mieux leurs prestations. Alors, flinguer le maire, c'est facile.
C'est un peu une méthode qu'il faudrait éviter. D'ailleurs, je pense que le gouvernement est en train de regarder que c'est pas forcément la méthode. On a un président de la République qui veut, on a un gouvernement qui essaye de faire, et des députés qui feront peut-être bien attention à faire ce qu'ils ont à faire. Aujourd'hui, un maire et une équipe municipale, elle n'a pas une étiquette politique, elle a la responsabilité de satisfaire toutes les compétences politiques de sa commune. C'est ce que nous essayons de faire et nous sommes 36 000 communes à travailler à fond pour ce faire. Merci Philippe Briot d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le maire Les Républicains du Chesnay. Un groupe de citoyens yvelinois à l'Assemblée nationale, parents et enfants venus de Versailles, Guyancourt et Montigny-le-Bretonneux se sont rendus samedi dans l'hémicycle, accueillis par le député de La République En Marche de la première circonscription des Yvelines, Didier Bécher, pour une visite récompense pour avoir remporté récemment le Rallye de l'Europe organisé sur le territoire de la circonscription, un jeu pour mieux comprendre l'Union européenne. Santé, 2 à 6 millions de personnes sont touchées par la grippe chaque hiver, une maladie qui peut se révéler grave, voire mortelle chez les personnes fragiles. La campagne de vaccination a débuté depuis le 6 octobre. Regardez ce reportage de Marilène Pichino et Mélanie Poquet. Je vais vous donner une petite pochette pour le transport. Oui, merci. D'accord, vous n'oublierez pas de les sortir de la pochette pour les mettre dans le réfrigérateur. Oui, d'accord. Comme chaque année, Michel Louvigné, 84 ans, vient chercher son vaccin contre la grippe. C'est même essentiel. Parce que quand on attrape la grippe, moi je l'ai eu une fois, j'étais encore jeune. J'étais bien content d'être jeune. En 2017, 259 000 Yvelinois avaient bénéficié d'un bon de prise en compte. Plus de 42% d'entre eux se sont fait vacciner. Nous avons ici la moitié du stock en réalité parce que nous faisons livrer en 2 fois pour des problèmes de place. Donc tous les ans on fait le même système et on s'approvisionne au plus tôt. Des stocks pensés dès le mois de février. Les premiers vaccins sont arrivés à la fin du mois de septembre. Cette pharmacie de Saint-Rémy-les-Chevreuses a déjà délivré 136 vaccins en moins d'une semaine. Et on a eu beaucoup de demandes, même avant le début de la campagne de vaccination, qui a démarré le 5 ou le 6 octobre selon les caisses. C'est important parce que ça protège soi-même et ça protège l'entourage aussi. Il faut savoir que des personnes sensibles peuvent être contaminées par des personnes non vaccinées. Je parle des petits-enfants et des personnes âgées. Cette année encore, dans les Yvelines, c'est le médecin ou l'infirmier qui fait l'injection. Mais les pharmaciens pourraient bientôt vacciner eux-mêmes. Une expérimentation est en cours dans 4 autres départements français. Les travaux avaient débuté en juillet 2017. L'école maternelle Gustave Flaubert rénovée a été inaugurée ce samedi à Trappes. 867 000 € ont été déboursés pour moderniser l'établissement. Nouvelle salle polyvalente, création d'un espace pour les ATSEM ou encore réfection complète de l'électricité, sol, chauffage et sanitaire. Une cour de récréation repensée également avec des jeux pédagogiques pour favoriser la mixité filles-garçons. Sur les 10 dernières années, 19 écoles ont été rénovées à Trappes. L'équipement a été également inauguré samedi, une piste cyclable entre la ville de Bois d'Arcy et l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, une zone sécurisée longue de 700 mètres en dénivelé qui part de la zone de la Croix-Bonnet, coût total 390 000 € financé par l'agglomération de Versailles-Grand Parc. Et des étudiantes yvelinoises en mission humanitaire au Vietnam. Elles sont 5 à partir en 2019 dans le sud du pays. Nous recevons sur ce plateau 3 d'entre elles, Marion Lelaurent, Clémence Loret et Inès Roquès. Bonsoir. Bonsoir. On prononce Roquès. Rock, mais c'est pas grave. Très bien. Vous êtes venue avec Florence Cavalier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Enfance Partenariat Vietnam qui accompagne ce projet. D'abord, présentez-nous cette association. Quelles sont ses missions? Alors, cette association a 11 ans et nous avons des missions en santé, éducation et amélioration des conditions de vie au Vietnam. Nous sommes tous bénévoles. Nous n'avons donc que 4% de fonctionnement et nous avons grosso modo 500 adhérents. Et depuis 11 ans, nous envoyons des jeunes en séjour solidaire à leurs frais au Vietnam sur une mission soit en santé, éducation ou amélioration des conditions de vie. Donc c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'opération avec des étudiants, avec des jeunes? Depuis 10 ans, en fait, nous envoyons des jeunes au Vietnam. Alors si on doit présenter ce voyage, quand se déroulera-t-il? On va y arriver. Combien de temps va durer la mission? Quelle zone du pays ça va concerner? Alors, du coup, on part, donc on est 5 à partir. On est également avec Adèle et Mélodie. On part dans le sud du Vietnam à Vung Tau, donc qui est à peu près 2h30 d'Ho Chi Minh. Et nous partons pendant 1 mois, donc tout le mois de l'année prochaine, 2019. On commencera à peu près, c'est une date de départ qui est prévue aux alentours du 27 avril et on reviendrait le 1er juin. Alors, petit tour de table, pourquoi cette mission humanitaire? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans une mission humanitaire? Clémence? Alors, ce qui nous a poussé à nous lancer dans cette mission humanitaire, c'est déjà parce qu'on a tout un intérêt pour l'enfance.
Donc pour le coup, partir dans un orphelinat au Vietnam, c'est quelque chose de nouveau pour nous, même de découvrir ce qu'est un orphelinat dans un autre pays que la France. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, et puis ça regroupe des valeurs qu'on rassemble toutes et qu'on aimerait appliquer là-bas. Et voilà. On précise juste que vous êtes en formation d'assistante de service social, c'est-à-dire que c'est en lien direct avec votre formation? Oui, vas-y. Inès, peut-être. Alors en fait, oui, on est tout en deuxième année d'assistante de service social. Durant nos études, donc cette deuxième année, on a 6 mois de stage à effectuer. Et on a la chance de pouvoir partir dans le cadre de notre dernier mois de stage au Vietnam. Voilà, il y a une convention qui a été passée entre notre école et du coup l'association de Madame Cavalier, le PVN, ce qui nous permet de pouvoir partir dans notre cadre de notre stage au Vietnam. Vous souhaitiez dire un mot, Marion, peut-être sur le pourquoi vous engagez dans une mission humanitaire de votre côté? Moi, du coup, j'ai fait des études avant, j'ai fait un baccalauréat professionnel aide, soins et services à la personne, et du coup, j'ai pu travailler en crèche, et donc ça a un lien avec ma formation d'avant que je pourrais mettre au profit des enfants au Vietnam. Alors Florent, cette question s'adresse à vous. Pourquoi le Vietnam? Pourquoi finalement mener des actions au Vietnam? Quelles sont les urgences sur place? Alors, les urgences, en fait, toutes ces jeunes filles donc, sont en études d'assistante sociale, et du coup, dans les orphelinats, on a des problématiques d'accès à l'emploi pour des jeunes défavorisés, de jeunes qui peuvent être entraînés dans la rue, avec des situations compliquées de drogue, de prostitution. Donc ces jeunes vont travailler avec les autorités locales. Nous-mêmes, nous travaillons régulièrement avec l'ambassade du Vietnam et l'ambassade de France. Et donc conjointement, ces jeunes vont faire profiter en fait le Vietnam de toute leur expérience, de tout leur savoir, pour qu'il y ait une co-construction avec les autorités sur place et de façon à prendre en charge le mieux possible ces jeunes. Et comment ça se passe sur place? Elles sont avec des membres de votre association? Alors sur place, nous avons une psychologue qui travaille dans cet orphelinat et qui est anglophone et qui va effectivement les suivre pendant tout leur séjour. Et bien en amont, elles ont déjà travaillé un petit peu chacune leur domaine d'activité. On a travaillé déjà avec les autorités. On va faire traduire tous leurs cours en anglais. Et donc du coup, elles vont faire vraiment de la formation professionnelle en même temps qu'un travail social avec les jeunes orphelins de cette structure. Alors il nous reste 2 minutes, on va aller un petit peu plus vite. Les missions sur place concrètement? Alors durant notre séjour, on va mettre en place des ateliers préventifs et éducatifs, donc qui aborderont la prostitution, la sexualité et le corps humain. Ensuite, la scolarité et l'insertion professionnelle, la sécurité routière, la citoyenneté et le bien-être, et puis pour finir, les pratiques addictives, donc l'alcool, le tabac et les drogues. Et Florence le disait, c'est un voyage bien sûr qui se prépare en amont. Comment ça se prépare, un tel voyage? Alors le voyage, on le prépare en différentes étapes. Donc tout d'abord, on rencontre très souvent Madame Cavalier pour préparer donc le projet et élaborer nos missions. Et on se regroupe très souvent toutes les 5 pour pouvoir du coup répondre aux différents mails qu'on reçoit, faire des demandes de bourse, de mécénat. On fait aussi des demandes, on a fait aussi des démarches pour avoir des dons matériels. Donc des produits d'hygiène et des fournitures scolaires dans différents établissements. Et on est en train justement de mettre en place une cagnotte pour récolter des fonds financiers pour nous aider à organiser des sorties, différentes sorties là-bas, les activités, à emmener du matériel spécifique. Et donc vous pouvez nous aider tous. Les liens sont peut-être affichés pendant l'entretien où on peut vous contacter, vous aider. Vous avez besoin de combien grosso modo pour financer ces missions sur place? On n'aurait pas de budget, on ne s'est pas vraiment fixé un budget précis. C'est vrai que tout ce qui est, tout ce qu'on aura, tout ce qu'on peut nous apporter de toute façon sera le bienvenu. Comme disait Marion, on a besoin aussi de dons matériaux. Et là, pour l'instant, on a déjà recruté pas mal de tout ce qui est peluche ou bien jeux pour enfants. Et c'est vrai que tant qu'on peut avoir des choses, de toute façon, ça profitera aux enfants sur place. Donc voilà, c'est le mieux pour nous. Et les coordonnées de votre opération sont affichées en bas de l'écran. Merci à vous, Marion, Clémence et Inès. Et merci également à Florence Cavalier de l'association Enfance Partenariat Vietnam. On vous souhaite pleine réussite dans ce projet que vous pouvez soutenir, vous, téléspectateurs. Pour ce faire, rendez-vous, comme je vous l'ai dit, sur les liens qui s'affichent en bas de cet écran. Après une pause technique, le Bibliobus revient sur les communes de Saint-Quentin en Yvelines. Il s'agit d'une médiathèque itinérante. L'inauguration de ce service s'est déroulée samedi à Elancourt. Sur place, Marilène Yapichino, le récit de Manon Varaldo. Ça roule à nouveau pour le Bibliobus. Ce véhicule itinérant permet d'accéder à une sélection de documents sans se rendre en médiathèque. C'est important de compléter et de relayer l'offre des médiathèques en allant au plus près des habitants
aux endroits où les médiathèques sont un peu éloignées des médiathèques, ce qu'on appelle les zones blanches, et puis vers les publics qui ne peuvent pas se déplacer. Les personnes peuvent également récupérer ou rendre les documents commandés sur le portail e-médiathèque. Pour emprunter un livre, il faut être inscrit à la médiathèque ou au bibliobus. Pour ce faire, il faut remplir un contrat d'adhésion. Ce contrat d'adhésion permet d'emprunter tout support, livre, pour 4 à 6 semaines. Et vous pouvez venir au bus, comme vous pouvez venir dans n'importe quelle médiathèque du réseau. Vous pouvez également réserver sur le portail des médiathèques en indiquant la tournée du bibliobus et il n'y a pas de souci, on est là. Ce véhicule neuf, habillé des dessins de l'auteur et illustrateur Philippe Ugégé, continuera ses arrêts pour le plus grand plaisir des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. On peut lire des livres et aussi des livres pour bébés. C'est bien d'apporter la lecture où on peut. Avant, on allait dans les écoles, ça venait devant les écoles et les enfants allaient faire un petit tour et emprunter. Donc plus on peut apporter la littérature, le plaisir de lire aux enfants, mieux c'est. Le bibliobus a d'autres arrêts programmés. Il sera par exemple le samedi à Manille-les-Hameaux dès 10h30 au centre social Le Buisson. Des informations complémentaires sont à retrouver sur le site de la médiathèque de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous en avez désormais l'habitude, tous les lundis, il est sur ce plateau. Michael Elmidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory. Le monsieur sport de cette rédaction. Alors vous décryptez pour nous les résultats du week-end dans le département. Beaucoup d'émotions, notamment avec en baseball, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux. Oui, on commence par du baseball. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux n'ont pas réussi à décrocher le premier titre de champion de France de leur histoire. Les Ignomontins ont perdu ce samedi le 3e match de leur série contre Rouen sur le score de 2-0. Les Cougars pourront se consoler en se disant qu'ils ont tout simplement réalisé le plus beau parcours de l'histoire du club. Ils sont également qualifiés pour la Coupe d'Europe, une première pour Montigny-le-Bretonneux. On a déjà hâte de les retrouver la saison prochaine, Grégory. On les retrouvera tout de suite après ce journal dans le 7-8 Sport, votre émission, puisqu'ils viendront ensemble sur le plateau. Toute l'équipe sera présente, il y aura du monde sur ce plateau de TV78. On continue, Mickaël, par du rugby. Là encore, des émotions. Direction le championnat de division honneur. Versailles n'en finit plus de gagner. Ce dimanche, les Versaillais ont engrangé leur 4e victoire de la saison en autant de matchs, en s'imposant à domicile 26-9 contre le RC Paris 15 avec 4 essais inscrits. On écoute les réactions. On a eu un petit passage, un petit peu un temps faible en fin de première période. On a remis les bouchées doubles en début deuxième mi-temps et c'est... Je dirais pas que c'est sans forcer, mais on a confiance en nos forces. On est au-dessus dans le sens où on a confiance en nos forces et quand on arrive à jouer simplement, on peut arriver à mettre en difficulté n'importe qui. Donc à partir de là, c'est plus facile. On est très content, très satisfait de l'engagement des gars et de ce qu'ils produisent à l'entraînement, donc on est sur la bonne voie. Une belle ambiance en tout cas sur ces images, Grégory. Avec cette victoire, les joueurs de la Cité Royale s'envolent déjà au classement. L'équipe compte 4 points d'avance sur Clichy après seulement 4 journées dans ce championnat de division honneur. Donc. On termine par du football et de la Coupe de France. Va-t-on pouvoir continuer à rêver avec les clubs yvelinois ? On peut dire oui, Grégory, mais c'est quand même un peu contrasté. 5e tour, donc contrasté pour les Yvelinois. Les principaux résultats du département, ça passe pour Versailles qui s'impose 3-1 sur le terrain de Saint-Germain-Saint-Try. Poissy sera également présent au 6e tour. Les Pissiaquais ont dominé Livry-Gargan 3-2 après prolongation. C'est terminé pour Houille qui s'incline au tir au but contre Ivry. Même scénario pour les Mureaux sur le terrain de Saint-Maur. Épône se fait sortir par Bobigny 3-0 et Conflans perd contre Fleury-Mérogis 2-1. Merci Mickaël pour ce tour d'horizon. Et puis notre page hebdomadaire dédiée à la découverte de la vallée de Chevreux. Ce soir, nous allons voir la gestion de l'évolution de la nature à Bonnel. Comment gérer ces espaces, préserver la diversité de ces espèces qui y vivent. Ce sont notamment des chantiers nature participatifs qui le permettent. Un reportage de Jules Colly. Apprendre sur le terrain, voilà l'objectif de ces élèves sur ce chantier nature à Bonnel. Au-delà d'un simple exercice, ces mises en pratique permettent aux étudiants de travailler sur des situations concrètes, comme ici, en entretenant un sentier de randonnée. L'objectif de cet aménagement est de permettre de rendre ce sentier praticable par les randonneurs en leur aménageant des passerelles qui leur permettent de passer au-dessus de fossés. Donc le but c'était d'installer des passerelles. Donc on a creusé, placé des rondins de bois. Ensuite on a utilisé des sortes de plaquettes qui étaient donc déjà à notre disposition en bois. Donc, on les a portées avec des grandes équipes. On les a donc disposées et on a essayé de les renforcer pour que du coup ça soit bien enfoncé dans le sol et que ça tienne bien. Fruit d'une
d'une collaboration entre le parc régional de la vallée de Chevreuse et l'école Tecoma à Jouy-en-Josas, ces événements sont bénéfiques à tous. Donc le partenariat est intéressant entre notre école et le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, puisque nous avons la chance, grâce au PNR, de découvrir des endroits et des sites naturels protégés et classés, et d'intervenir en respectant une commande qui est bien réelle et qui permet aux élèves d'être vraiment mis en situation concrète. Les élèves, ça leur permet d'apprendre un peu, de découvrir les milieux, de découvrir les techniques, de découvrir les manières de gérer ces milieux. Et nous, ça nous permet d'avoir à chaque fois entre 20 et 25 jeunes très très motivés, avec des professeurs qui les encadrent très bien. C'est quelque chose de très enrichissant, car ça nous permet donc justement de nous confronter à la réalité du terrain, de tester la théorie à la pratique, donc sur le lieu même, et de voir justement si déjà ce genre de métier pourrait nous plaire plus tard. Un partenariat s'effectuant une fois par mois depuis 3 ans, qui s'avère enrichissant pour les élèves comme pour les communes. C'est la fin du 7-8 journal replay sur notre application mobile et sur notre site internet. Belle soirée avec TV78.